Bien, donc on est réunis effectivement pour un débat qui va consister à faire le bilan des dernières législatives et essayer de réfléchir à ce que cette carte électorale qu'on a tous eu sous les yeux nous donne à penser, et surtout à réfléchir comment organiser une gauche capable de l'emporter la prochaine fois sur tous les fronts. Et je remercie pour ça nos trois invités ici présents aujourd'hui qui vont essayer de réfléchir avec nous. Donc Clémentine Autain, qui est députée de Seine-Saint-Denis, Xavier Vignat, historien des mondes ouvriers, et Nicolas Sansu, député communiste du Cher. Tous les trois sont donc là pour essayer de proposer des solutions pour gagner sur tous les fronts. Et je voudrais commencer avec une phrase justement que vous trouverez dans l'entretien que Xavier Vignat a donné dans Mediapart en juillet dernier, où il écrit « La carte électorale de 2024 est insupportable ». Je sais que pour commencer une conférence, c'est un bilan un peu lourd, mais je crois qu'il faut le poser, puisque cette carte, elle est insupportable pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle témoigne d'une progression du Rassemblement national. 10 millions de voix, c'est 2 fois plus qu'aux dernières élections. Insupportable aussi, parce qu'elle témoigne en réalité d'une victoire en demi-teinte de la gauche, puisque certes, on progresse aussi au premier tour, mais on finit par gagner avec des voix de report et pas aussi majoritairement qu'on pourrait le souhaiter. Et enfin, insupportable aussi parce qu'elle semble se polariser culturellement entre un pays qui est plutôt du côté d'une extrême droite qui se normalise et qui se banalise, et du côté d'une gauche qui se replie sur certains lieux et qui ne sait plus très bien comment s'adresser à ces autres territoires. Aussi, on ne dira à peu près rien du bloc central qui, lui, a perdu de plus en plus d'électeurs au premier tour, qui passe de 25% à 20%, et qui témoigne une fois de plus que le macronisme n'est pas forcément un pari très gagnant en lendemain de dissolution. Donc, si bien sûr, on pourrait préciser par circonscription, je crois que ce qui est important, c'est aussi de réfléchir au signal que ces élections nous ont donné et, au fond, au sentiment des électeurs au lendemain de ces élections, puisque d'un côté, vous avez sans doute une grande rancœur du côté des électeurs du Front National, du Rassemblement National, qui ont eu le sentiment de se faire un peu voler leur victoire et qui attendent leur revanche, et de la part des électeurs de gauche aussi, une grande attente et une exigence de responsabilité pour que précisément ce sursis qui nous a été accordé soit transformé en victoire durable et en victoire pérenne. Et donc pour gagner, puisque c'est sous cette bannière que nous sommes réunis aujourd'hui, il nous faudra consolider l'existant, sans doute aussi reconquérir des bastions qui ont été perdus, et puis faire en sorte que ce qui était tangent devienne des bases durables. Donc peut-être pour commencer et faire un bilan général de cette carte des législatives, Xavier Vignat, comment est-ce qu'on peut expliquer cette victoire qui est une victoire en demi-teinte au fond de la gauche? Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais partir peut-être du caractère insupportable de la carte. Parce que quand on la regarde, et je la regardais encore hier soir, dans cette France du Nord-Est où nous nous trouvons, qui est une large France industrielle, et aujourd'hui désindustrialisée, il n'y a quasiment plus de députés de gauche élus, sauf dans les métropoles. Des territoires entiers, des départements entiers ont été conquis par l'extrême droite, la Haute-Marne, Lyon, la Meuse, et puis sur le littoral méditerranéen, tous les députés du Gard, tous les députés du Pyrénées-Orientales, de l'Aude, etc., sont d'extrême droite. Et de fait, par contraste, la gauche dans ces territoires est largement absente ou a été totalement vaincue. Bon, à ces élections, évidemment, elle n'est pas vaincue définitivement, c'est l'enjeu du débat, mais enfin quand même, voilà. Et donc ça interroge sur les rapports de force, sur l'implantation, sur les thématiques qui ont été portées, non pas tellement pendant la campagne électorale et législative, mais dans les mois précédents, thématiques qui ont peu ou pas mobilisé, en tout cas au premier tour, et qui ont permis cette progression dont vous parliez du Rassemblement national.
Alors évidemment, une des questions qui m'intéresse et que je voudrais poser ici aujourd'hui avec vous, c'est la question de ce qu'a fait et de ce continue de faire la désindustrialisation au plan économique, social et politique. Je ne dis pas que cette question se pose dans toute la France avec la même acuité, mais c'est une question qui, pour moi, depuis des années, est une question absolument centrale. Parce que ça pose la question, je vais être bref, hein, mais ça pose la question de ce qu'a représenté la France industrielle, des emplois industriels qui étaient présents sur ces territoires, de la richesse que cela a apporté, de la fierté que cela a apporté, et de ce qui a disparu et qui continue de disparaître dans un large assentiment. Et c'est ça peut-être la question qui, moi, me préoccupe et m'énerve depuis des années, c'est le large assentiment qu'il y a dans les élites politiques à la désindustrialisation, qui est une réalité que je trouve insupportable, à la fois socialement, économiquement et politiquement. Et refuser la désindustrialisation, ou prendre la mesure de ce que la désindustrialisation fait dans ce pays, le mal qu'elle fait, est une question politique que je trouve fondamentale. Voilà, je voulais commencer par là. Clémentine Autain, est-ce que vous partagez ce diagnostic et ce clivage justement dont il a été question entre ces deux France et effectivement cette France en partie désindustrialisée, je vais y arriver. Est-ce que finalement vous trouvez qu'on a pris assez la mesure de ce clivage-là ou est-ce que c'est vraiment important de retracer ce bilan aujourd'hui ? Bonjour à toutes et tous. D'abord vous dire le plaisir d'être ici à Flixecourt parce que c'est mon camarade François Ruffin qui organise cet événement ici et que, comme vous le savez, nous avons partagé beaucoup de batailles ces dernières années, en particulier ces derniers mois. Et donc je suis heureuse d'être ici à Flixecourt et avec lui et avec vous pour débattre de comment faire gagner la gauche et le plus vite sera le mieux. La deuxième chose, je commence dans le vif du sujet sur le résultat de ces élections, peut-être d'abord sur une note un peu plus positive, même si je partage beaucoup de ce que dit Xavier Vignat et dans Mediapart et en règle générale, mais peut-être commencer quand même par une note un peu positive au sens où ça fait un moment que la gauche est en difficulté, qu'elle peine à rassembler 30% des électeurs, qu'elle a été laminée en profondeur par les expériences dites de gauche au pouvoir et singulièrement par tout le quinquennat de François Hollande. Et les premiers et les premières qui en veulent à la gauche en raison de ces dites expériences, des expériences qui ont au fond suivi le cours néolibéral des choses, eh bien, ce sont ceux qui vivent dans les quartiers populaires au sens large, dans les zones défavorisées, et ce sont celles et ceux qui travaillent, qui sont ouvriers, ouvrières, employés, et qui ont eu le sentiment que la gauche les désespérait et se détournait de leurs intérêts concrets. Donc on part de cette situation, et d'une situation plus récente, où si Jean-Luc Mélenchon a réussi avec nous tous, hein, je le rappelle, il n'a pas fait tout ça tout seul. Depuis 2005, et le traité constitutionnel européen qui a été une bataille avec le nom de gauche très importante et à partir de laquelle on a pu créer le Front de gauche, puis ensuite, en effet, la France insoumise et par 3 fois faire une présidentielle où on a repris en fait le leadership à gauche sur la base d'une gauche de transformation en profondeur du pays, à la fois de critique de l'austérité, de critique du libéralisme économique, de critique aussi du productivisme. Sur cette base-là, on a réussi à faire une gauche debout. Le seul problème, c'est que la marche suivante, à partir du moment où nous avions repris le leadership, était d'être capable de rassembler. Et c'est cette marche-là qu'on n'a pas bien réussi à franchir, et notamment dans la dernière séquence avant la dissolution. Vous avez tous assisté à un spectacle de déchirement entre les gauches et les écologistes, alors que nous avions réussi à faire la NUPES. Et probablement que si on n'avait pas eu tout ce moment-là, on serait arrivé en meilleure situation au moment de la dissolution. Mais le spectacle était terrible. Et donc moi, j'ai envie aussi de regarder que dans ce contexte-là, de ce qui pèse sur nous à cause du bilan de Hollande, etc., de ce qui pèse sur nous du profil politique des derniers temps et des déchirements, je me dis qu'on s'est quand même remis debout.
on a quand même réussi à faire l'union. Et on a réussi à donner un visage qui faisait quand même un peu envie, à tel point que notre coalition, contre toute attente, contre tous les sondages, est arrivée en tête. Et ça, c'est pour moi un point de départ. Non pas un point d'arrivée, parce qu'on va en parler, il y a beaucoup de difficultés, mais malgré tout, un point de départ, et qu'il faut qu'on se dise ici aussi que la résistance dans ce pays, face à l'extrême droite, elle est profonde. Elle est quand même très profonde. Et autant il faut être lucide sur sa montée en puissance, sur son ancrage et sur son adhésion dans le monde populaire, autant il faut aussi prendre la mesure de la résistance forte qui a existé dans ce pays. Alors maintenant, je viens sur ce qui ne va pas, parce que je crois qu'on avance que si on regarde ce qui ne va pas. Si on pense qu'on a déjà le programme, la bonne stratégie, et qu'il suffit juste d'aller coller des affiches, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut s'en sortir que si on accepte de discuter entre nous, de continuer à chercher parce qu'on ne trouve que si l'on cherche. Et c'est ce que j'aime dans les débats que nous avons là, c'est qu'il faut qu'on regarde aussi avec lucidité ce qui n'a pas fonctionné. D'abord, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que le public que nous captivons est d'abord un public jeune, un public de villes, de grandes métropoles, très urbain en tout cas, et en partie une ville de quartier populaire comme chez moi. Moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis, donc effectivement, je suis passée au premier tour. L'adhésion est très forte au nouveau Front populaire, à la France insoumise. Néanmoins, la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas toute la France. Et donc, je suis à la fois heureuse de voir ce qu'on a réussi à mobiliser comme ethos, mais vous voyez bien que ça ne suffit pas à faire une majorité en France. Et ce qui est intéressant, y compris pour les populations des territoires que je représente à l'Assemblée nationale, c'est qu'on gagne. C'est pas simplement qu'ils nous aiment, c'est qu'on soit capable de gagner dans le pays pour transformer leurs conditions concrètes d'existence. Parce que chez moi, comme à Flic Secours, on a beaucoup de gens qui sont dans une situation de très grande souffrance, qui se sentent méprisés, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, qui font le marché et qui reviennent avec uniquement des pommes de terre, etc. Et ça, ces situations, elles sont insupportables. Or, pour en finir avec ça, il faut gagner. Et donc, il faut chercher comment, dans le pays, dans une situation de tripolarisation du champ politique, on va pouvoir y arriver. Deux clés, mais je fais un peu les deux questions, mais pour moi, ce qui ne va pas, c'est qu'on voit la carte et on voit bien qu'il y a des territoires entiers où on a perdu pied. Alors, certains où, en fait, historiquement, on n'était pas très fort, notamment les zones rurales, où on sait que la droite a toujours été plus forte, mais là, on a totalement perdu pied. Donc, c'est un vrai problème qu'il faut regarder en face. Et la deuxième chose, c'est que dans le monde du travail, c'est-à-dire les actifs, on a aussi largement perdu pied. Et les ouvriers, les employés votent prioritairement à l'extrême droite. Et un autre point qu'on a perdu et qui, moi, ne lasse pas de m'asseoir, de me sécher, c'est que, y compris dans un des bastions de la gauche, qu'est la fonction publique, et je pense en particulier aux enseignants, quand on voit que chez les enseignants, il y a eu un quart d'entre eux qui ont voté pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui tourne absolument pas rond. Et donc, on n'est pas au bout de nos peines. Et cette carte, il faut la regarder avec lucidité, la lucidité de se dire on a quand même réussi une performance et sans l'union, on ne peut pas y arriver aujourd'hui dans le paysage politique. Et en même temps, l'union, non seulement il faut la faire perdurer, mais il faut également qu'on soit capable de réfléchir à ce que notre discours parle au monde du travail, à tous les territoires de notre pays et soit capable d'articuler davantage de problématiques qui parlent au quotidien des Français et pas simplement à certaines qui touchent certaines catégories de notre électorat, mais qui en éloignent d'autres. Donc c'est cette synthèse-là, c'est ce travail pour fédérer qui reste, à mon avis, devant nous. Nicolas Sansu, vous avez fait campagne dans le Cher et vous avez été réélu à 519 voix près, si je ne me trompe pas. Donc une victoire arrachée, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez nous livrer déjà aussi les leçons de cette campagne de terrain? Qu'est-ce que vous avez constaté chez vous? En quoi cette victoire, pour vous, elle est symbolique et en même temps, elle oblige aussi à prendre la mesure de ces victoires qui se jouent à pas grand-chose? Et est-ce que, à nouveau, vous partagez aussi ce qui a pu être dit par Xavier Vignat et Clémentine Autain jusqu'ici? Oui, je vais faire part de mon expérience personnelle. Donc, je suis député communiste du Cher. J'ai une circonscription qui ressemble à celle-là, on va être très clair. Bassin industriel de Vierzon-Bourges, désindustrialisé, mais plus que la désindustrialisation qui a eu lieu il y a 30 ans maintenant, c'est le changement du travail.
du rapport au travail qui aujourd'hui est questionné. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ubérisation, ce qu'on appelle, y compris la socialisation au sein de l'entreprise, le travail en commun. Tout ça fait qu'aujourd'hui, plus que la désindustrialisation, parce que y compris dans certains territoires où le Rassemblement national progresse, où il a été très industriel, il y a encore de l'industrie, il y a de l'emploi. Ça n'empêche que ce ne sont plus les mêmes emplois, ce ne sont plus les mêmes conditions de relations sociales entre les salariés. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, moi, j'ai gagné à 519 voix dans une circonscription urbaine-rurale, semi-urbaine, semi-rurale, où plus la commune est petite, plus le Rassemblement national fait de voix en pourcentage. Mais avec quelque chose que je veux dire, c'est que j'ai jamais fait autant de voix qu'en 2024. J'ai gagné qu'à 519 voix, mais je fais beaucoup plus de voix qu'en 2022. Je fais plus de voix qu'en 2017, où j'avais été battu par une macroniste. Et je fais plus de voix qu'en 2012, où on avait gardé la circonscription devant une socialiste. Vous voyez, c'était la période où on était un peu poussé par le hollandisme. Donc en fait, je n'ai jamais fait tant de voix qu'en 2024 au premier et au deuxième tour. Ce qui est quand même un signe aussi. C'est-à-dire que, évidemment, que le Rassemblement national a fait un nombre de voix absolument considérable. Mais avec des choses qu'il faut voir dans nos secteurs ruraux. Clémentine disait la droite a toujours été très forte dans les zones rurales. Il y a quand même des zones rurales où il y avait quelques poches de gauche très identifiées. Mais la droite n'existe plus. La droite républicaine n'existe plus dans nos zones rurales. Elle a complètement basculé à l'extrême droite. C'est-à-dire que les électeurs ont complètement basculé. Ils ont basculé déjà depuis des élections présidentielles. Il faut le savoir, c'est pas que les législatives. Donc on a cette chose-là. Après, les thématiques. Parce que, oui, on a eu un problème. On a eu un problème. Vous savez très bien que ce soit ici, à Flic Secours, ou que ce soit chez moi, on avait deux épouvantails. Le président Macron et l'autoproclamé Premier ministre Mélenchon. Je le dis comme ça. Ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu faire de la pédagogie pour expliquer que non, c'est pas parce que vous votez Nouveau Front Populaire que vous aurez Mélenchon Premier ministre. C'est très embêtant. C'est très embêtant d'en être là. Sans nier d'ailleurs le fait qu'il a participé grandement à relever la gauche et à l'honneur de la gauche depuis des années et des années. Mais ce sujet-là aujourd'hui est complètement devant nous et c'est une des difficultés qu'on a. C'est une des difficultés qu'on a. Il suffit de voir, Ipsos vient de sortir un sondage sur l'image des partis politiques. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas à la fois les deux jambes, c'est-à-dire des convictions fortes. Des convictions fortes. Et je veux dire, personne ne renie le programme du Nouveau Front Populaire et l'idée que le pouvoir d'achat, l'abrogation de la réforme des retraites, le référendum d'initiative citoyenne, toutes ces choses-là, il faut les tenir coûte que coûte, mais avec une capacité à unir et à rassembler. Une capacité à unir et à rassembler. On va être très clair, hein, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je sais que François Ruffin, il a cette capacité à la fois à ne rien lâcher sur le fond, mais à savoir parler à tout le monde, à parler à la gauche, mais à parler aux Français. Parce que c'est pas seulement parler à la gauche, c'est de parler à tout le monde. Donc, à partir de là, moi, ce que je pense, c'est que un certain nombre de circonscriptions se sont droitisées. Je prends l'exemple de ma circonscription, la 2e du Cher. En 1997, cette circonscription était une des plus à gauche en France. Elle était 150e. Aujourd'hui, aux européennes 2024, on est 458e sur 577. Ça veut dire que des gens ont basculé. Des gens ont basculé. Vous inquiétez pas, hein, ça s'est vu aussi aux élections locales. Hein. On a perdu des conseillers généraux, des conseillers départementaux, on a perdu des communes. Donc, ils se sont droitisés. Et il y a plusieurs facteurs. Sociologiquement, ça a beaucoup vieilli aussi. Sociologiquement, ce sont des territoires en déprise.
démographique, en déprise démographique. Donc ça fait que c'est pas seulement que la poste s'en va, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de mobilité facile, c'est aussi parce qu'il y a du repli sur soi. Et quand il n'y a plus de commun, quand vous n'avez plus de commun, quand vous n'avez plus de vie sociale, et ben à un moment, c'est aussi ça la question de comment on fait pour retoucher ces gens. Donc, je crois que, Clémentine l'a dit, il faut refaire du commun. Il faut refaire du commun. La personne qui est en difficulté pour remplir le frigo, qu'elle soit à Flix-Secours ou qu'elle soit à Sevran ou qu'elle soit à Vierzon, c'est pareil. Elle a la difficulté à remplir le frigo. Mais il faut se battre, hein. Il faut se battre aussi sur le fond. Parce que moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais dans les bistrots des communes rurales, aujourd'hui, celui qui se fait engueuler, c'est pas celui qui dit qu'il faut virer les Arabes et les Noirs. C'est celui qui dit le contraire. Donc il faut se battre à un moment. Il faut se battre sur le fond et ne rien lâcher là-dessus. C'est-à-dire que les conditions des gens les plus pauvres, les plus précaires, c'est les mêmes quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine. Et donc ça, je le dis parce que je l'ai entendu, moi, dans des bistrots. Et vous vous faites engueuler quand vous reprenez les gens. Il y a 10 ans, c'était le contraire. Il y a 10 ans, c'était le contraire. C'était celui ou celle qui disait qu'il fallait prendre sur les étrangers, il fallait plus d'aide médicale d'État, il fallait plus leur donner d'allocation familiale. Ceux-là, ils se faisaient engueuler. Et bien maintenant, c'est le contraire. Donc il faut vraiment qu'on regagne la bataille culturelle et on ne la regagnera que si on change la vie des gens. Et évidemment, on va se battre pour que Lucie Castet soit Premier ministre et qu'on ait le temps de faire les quelques mesures qui peuvent changer la vie des gens. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que des initiatives comme ça, il y en ait partout pour montrer qu'on est unis, forts et déterminés. Merci. Xavier Ginière, on rappelait ces circonscriptions qui ont basculé vraiment de circonscriptions historiques du Parti communiste à désormais des circonscriptions du Rassemblement national. Et donc, la question que tout le monde continue de se poser et qui a agité beaucoup les débats, c'est effectivement comment reconquérir ces territoires, alors avec parfois beaucoup de volontarisme et parfois peut-être sans se poser effectivement les questions plus structurelles de fond qui caractérisent la géographie de ces territoires. Et donc vous, de votre point de vue, quels seraient finalement les leviers pour les remobiliser, pour les ramener progressivement à la gauche, puisque sans doute que ce sera difficile de reproduire une conversion immédiate, bien évidemment. J'aimerais bien avoir des remèdes d'une efficacité immédiate. Mais il me semble qu'il y a deux types de réponses enfin, qu'il faudrait conjuguer. Il y a des réponses organisationnelles et puis des réponses idéologiques et il faut évidemment les associer. Je vais peut-être commencer par les réponses les plus directement politiques et organisationnelles. Vous soulignez tous les deux l'importance de l'alliance qu'a constituée le nouveau Front populaire. Cette alliance, elle est extrêmement précieuse. Elle est extrêmement précaire aussi. et la nécessité, me semble-t-il, d'arriver à tenir cette alliance, ce nouveau Front populaire, à lui donner une existence, et me semble un enjeu absolument crucial. Parce que, Clémentine, tu le rappelais, il y a eu la NUPES qui s'est cassé la figure assez rapidement. Si, dans quelques semaines, le nouveau Front populaire est abandonné, la désillusion sera considérable à gauche. Et il y a donc la nécessité, je crois, presque impérieuse, de tenir sur cette alliance avec le Parti socialiste, avec toutes les composantes du Parti socialiste, et c'est évidemment extrêmement compliqué, et puis avec la France insoumise. Bon. Et donc, moi, ce qui m'a semblé, et ce que j'espère, mais bon, évidemment, je suis à Paris, donc c'est un gros inconvénient. Mais vraiment, enfin, pour comprendre ce qui se passe dans le pays, je pense que c'est un gros inconvénient de vivre à Paris. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une mobilisation politique militante, massive,
massive, et dont témoignent les résultats que tu citais dans le Cher. Et donc, ces militantes et ces militants dans tout le pays, qui ont tracté, qui ont collé, qui sont allés discuter, qui sont allés batailler, il faut tenir là-dessus. Et peut-être qu'il faut inventer des structures où se rassembler. Deuxième chose qui me semble très importante, la nécessité de discuter avec les organisations syndicales. Ça a commencé... Enfin, il y avait eu... C'est un des bilans désastreux du hollandisme. Il y avait une espèce d'ignorance large entre les organisations syndicales et les formations politiques. Et les choses ont changé, des dialogues, des discussions, des formes d'associations ont commencé d'exister, en particulier avec la CGT, pas seulement, mais en particulier avec la CGT. Et ça me semble extrêmement important pour regagner des positions de discussion, en particulier dans les espaces de travail, qui sont des espaces de vie. Et là, dans les entreprises, dans la fonction publique, Clémentine, je suis contente que tu aies parlé de la question des enseignants, parce que ça me semble... Enfin, bon, voilà, je suis enseignant et c'est quelque chose qui est important. Dans les écoles, enfin partout. Voilà. Et là, il faut tenir là-dessus. Troisième chose, moi, j'ai été frappé parce que, bon, voilà, je lis ce que je peux, mais les élus locaux, ils ont quand même eu un rôle assez important pour tenir un certain nombre de coins et les empêcher de basculer et reconquérir. Et ça veut dire que ce nouveau Front populaire, il faut qu'il ait des répliques aux prochaines élections municipales, y compris dans ces élections départementales ou maintenant, enfin, voilà. Parce que ça donne des relais, ça donne des visages de ce qu'est la gauche dans tout le pays, et pas simplement à la télévision, mais des interlocuteurs avec qui discuter, avec qui représentent ce courant. Et donc, on est en Picardie, il arrive qu'il pleuve. Mais rapprochez-vous. Non, mais on s'entendra davantage en plus. Hein. Et donc, ça suppose de multiples formes de réticuler l'alliance, en fait, de lui donner des multiples déclinaisons en fonction des réalités locales, en fonction des personnalités, en fonction des territoires, des entreprises, etc., etc. Mais il faut tenir sur cette alliance. Il faut tenir sur cette alliance, faute de quoi il y aura une immense déception. Et donc, et je termine, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur ce qui s'est passé en Belgique avec le Parti du travail en Belgique. Et ce qu'ils ont réussi patiemment, mais justement, commune par commune, à conquérir, à gagner, pour donner une idée de ce qu'est une alternative. Parce qu'une des questions, c'est montrer que la gauche, c'est une alternative, justement. Une alternative populaire. Voilà. Et donc, ça veut dire peut-être construire, inventer un nouveau travaillisme en France. Dans cette alliance entre les syndicats, les partis politiques et les militants. Merci Xavier Vignat. Sur Clémentine Autain, sur inventer un nouveau travaillisme en France. Est-ce que ce ne serait pas la solution justement pour faire le lien entre ce fameux front des tours et front des bourgs et commencer par cette question du travail qui est, vous l'avez rappelé, aussi celle qui unit partout et en même temps qui est aussi celle qui représente le plus de souffrance, peu importe là où on se trouve, en fait, que ce soit dans le Cher, en Seine-Saint-Denis ou à Flixecourt. Alors, effectivement, il faut réfléchir au message qu'on envoie pour qu'ils puissent se fédérer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a d'abord un sujet qu'il faut qu'on se prenne davantage de front et être capable de mieux en parler, c'est la question du travail. Et pas simplement, comme on le fait traditionnellement à gauche, pour parler de la hausse du SMIC
ou pour parler de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire en fait aussi des enjeux beaucoup qui touchent au statut. Donc il y a celui du rapport capital-travail, mais ce qu'on n'arrive pas bien à toucher, c'est ce qui concerne les formes, ce que tu disais en fait, je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire de parler des nouvelles formes de management qui atomisent littéralement les gens, qui donnent une perte de sens avec tous ces emplois qui sont des emplois bullshit, qui sont des emplois où on a des N+1 en chaîne et sur lesquels on n'a aucune autonomie, des emplois qui font perdre le sens de ce qu'on fait et des emplois aussi qui épuisent, avec cette souffrance au travail, ces morts au travail qui augmentent. Et donc, il faut qu'on soit capable de parler de ça, et pas simplement statut et salaire. Par ailleurs, c'est vrai que la gauche est très identifiée sur la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire de parler aussi de la hausse des minima sociaux, toutes choses très justes, hein, et sur lesquelles il faut tenir, comme il faut tenir sur la question du racisme, c'est essentiel, il faut aussi tenir sur la défense, par exemple, du RSA, des minima sociaux, quand l'extrême droite a un premier fonds de commerce, l'ennemi, c'est l'étranger, c'est l'immigré, c'est le musulman, et un deuxième fonds de commerce, c'est de diviser sur une même case d'escalier celui ou celle qui est au RSA avec sa famille, qui galère, qui n'a pas le sou, mais qui n'a pas d'emploi et qui est au RSA, et celui qui, sur le même palier, va être avec un tout petit SMIC, qui galère, qui doit prendre sa bagnole pour aller bosser et qui, en effet, a aussi du mal à remplir son frigo. Et de les opposer l'un ou l'autre sur le même palier. Ça, c'est très, très frappant. En y mettant le discours contre les assistés, ça, c'est aussi fort que sur les étrangers, hein, le discours anti-assisté. Donc, autant je suis d'accord et proactive pour dire défendons les minima sociaux, défendons le combat contre la stigmatisation des pauvres et pour l'élévation de la dignité pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir vivre dans la dignité. Et pour autant, ce n'est pas possible que la gauche n'adresse pas un message, un discours, des propositions qui parlent à la très grande masse des ouvrières, des ouvriers et des employés, en prenant en considération leur reconfiguration, aussi bien reconfiguration dans ce qu'est la réalité de leur travail, avec ces petites entités, avec les enjeux de la sous-traitance. Je ne développe pas, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus, sur ce New Management qui existe aussi dans la fonction publique parce qu'il a été importé dans la fonction publique. Le New Public Management est une catastrophe ambulante. Ambulante. Et c'est ce qui tue à petit feu les services publics aussi, ce New Public Management, et les agents, et l'impossibilité de faire correctement son travail. Et derrière ça, quand on critique le New Public Management, on se rend compte qu'en fait, parce que tu parlais d'expérience, et je rebondis, Xavier, c'est qu'il y a l'idée que le privé fait mieux. Et donc, on doit importer les normes du privé, de soi-disant productivité meilleure du privé, parce que c'est comme ça que ça marche mieux. Et je pense que justement, dans la culture du service public, dans l'esprit public, il y a de quoi faire des choses pour la société tout entière. Parce que ça n'est pas vrai que quand on atomise et qu'on individualise les tâches et qu'on met sous surveillance et contrôle et incapacité d'être autonome des personnes qui produisent du travail, eh bien qu'on est plus performant. Ça n'est pas vrai. La coopération, le respect des individus, la confiance en eux, le fait de leur laisser des marges de manœuvre, en réalité, eh bien, c'est beaucoup plus productif. Et ça suppose de considérer l'humain, là où on a transformé le travail en une vision très machiniste des choses, alors même que la machine nous remplace à plein d'endroits et qu'on sait qu'on est dans une société où on va avoir besoin de plus en plus de s'occuper des anciens, de s'occuper des petits, de prendre en considération toute une série de tâches qui concernent, comme dit François, j'aime bien son expression, le lien et le soin. Alors donc, c'est de ça dont il faut s'occuper. C'est pourquoi je pense que le travail, en effet, est une question très importante pour reprendre l'angle dans les ouvriers, enfin ce monde ouvrier, ce monde des employés. Et qui d'ailleurs, quand on parle des territoires, faisons attention, parce que les tours et les bourgs, ne les opposons pas. Les intérêts communs sont très forts. Et pourquoi on perd pied particulièrement dans les sous-préfectures? C'est parce que dans ces sous-préfectures, il y a davantage d'ouvriers et d'employés, et notamment des peu qualifiés, et notamment des non-diplômés, parce que l'extrême droite, là où elle fait très fort, c'est sur les non-diplômés. Et ça engage aussi notre langage, ça engage aussi notre manière d'être, que peut-être la gauche, elle a un côté donneuse de leçons, elle a un côté élitiste dans ses formes, elle a un côté d'évidence moraliste,
On est du côté du bien. Et je balaye devant ma propre porte. Hein. Je veux dire, c'est une histoire de posture à réfléchir pour nous-mêmes. Parce qu'en effet, on est souvent pris comme ça. Et il y a l'idée que l'extrême droite, eux, ils parlent plus simplement. Ils représentent mieux notre réalité. Non pas qu'ils y répondent, parce qu'on sait tous que c'est une arnaque hallucinante. Je veux dire, les ouvriers, les employés de ce pays n'auront pas leur situation améliorée avec l'extrême droite au pouvoir. Ça n'est absolument pas vrai. Il n'y aura pas de partage de la valeur à leur profit. Il n'y aura pas de droit du travail conforté. Il n'y aura pas... Bon, je ne vous fais pas la liste, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça est une arnaque. Mais dans la posture, le discours, le récit, l'imaginaire, il y a quelque chose qu'ils ont réussi à capter et qui a à voir aussi avec la désespérance, ce ressentiment, le sentiment d'être méprisé, d'être terriblement méprisé. Et nous, il faut qu'on soit justement celles et ceux qui portent la fierté de ce monde du travail, cette dignité retrouvée. Et ça, on n'y est pas complètement. On n'y est pas complètement et il ne faut pas tomber du coup dans le jeu de l'adversaire parce qu'ils veulent, eux, imposer le récit identitaire. Le récit identitaire, il est de dire que on va sectionner, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les bons Français bien blancs, etc., qui ont leurs droits, qui travaillent, eux ils travaillent, et puis les autres, les assistés, les immigrés, etc., qui viennent manger le pain des Français. Mais nous, c'est une guerre de civilisation épouvantable. Nous, notre responsabilité, c'est pas de répondre à ça dans ces termes-là. C'est à leur obsession de l'identité, avoir l'obsession de l'égalité. C'est changer le terrain de jeu sur lequel doit se jouer la confrontation politique. Elle doit être sur le terrain de l'égalité, l'égalité sociale, ce qu'on a toujours porté à gauche, et l'égalité entre les territoires. C'est pourquoi j'ajoute à l'obsession sur le monde du travail l'enjeu des services publics. Parce que cet enjeu des services publics, il faut les étendre, il faut les repenser, il faut s'occuper des agents, les revaloriser. Il faut faire en sorte que partout sur les territoires, ils répondent à nos besoins fondamentaux, nos besoins fondamentaux. La question des besoins, c'est la question du XXIe siècle. Et le service public est un outil, à condition de le repenser, qui peut fédérer entre les territoires et donc entre les populations et créer du lien, créer de l'égalité. C'est le sens même du service public. Et c'est pourquoi je pense que nous devons être celles et ceux qui amènent ce terrain-là dans le débat, parce que là, l'extrême droite, elle n'a rien à dire. Elle vient pourtant maintenant dans les luttes, hein, dans les luttes pour les hôpitaux, etc. On les voit. Ils arrivent, ils essayent. Mais sur le fond politique, ce n'est pas leur terrain. L'esprit public, voilà une valeur, un principe fondamental à gauche. Et moi, je crois que dans l'esprit public, on a quelque chose de très fort qui peut nous permettre de contribuer à gagner. Nicolas Sansu, sur cette idée effectivement de remettre des services publics dans les territoires, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup porté à gauche et qui semble effectivement indispensable, mais il y a aussi un autre enjeu qui est celui de comment structurer une base sociale plus transversale sur le plus long terme. Que faire aussi des militants qui sont venus aider sur les circos? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on s'assure qu'en fait on ne perd pas aussi dans la nature des gens qui peuvent contribuer à implanter durablement un mouvement, et vous en avez sans doute été témoin encore plus, disons, proche dans votre circonscription. Oui, je vais revenir là-dessus parce que Clémentine a tout dit sur les combats d'idées qu'on doit mener, hein, qui sont fondamentaux. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a un outil, Xavier Vignal l'a dit, on a un outil qui a fonctionné pour la période électorale. Alors, peut-être pas suffisamment, avec ses insuffisances, parce que les thématiques n'étaient peut-être pas suffisamment claires, mais qui a fonctionné, en tout cas, pendant l'élection législative, aux grandes dames du président de la République, qui pensait qu'on allait rester divisé. Et alors là, je vous dis pas le carnage que ça aurait été. Mais en tout cas, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on garde cette énergie. Comment on garde cette énergie? Alors, ici vous n'avez pas besoin. Vous avez Picardie debout. Vous avez un député qui a déjà beaucoup uni tous les militants. Mais ce travail-là, il faut le faire partout. Moi, je n'ai jamais vu tant de personnes venir donner un coup de main. Jamais. Ça n'était jamais arrivé. Ça veut dire que l'enjeu était considérable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait plus de voix, parce que tout le monde s'est mobilisé. Mais je pense qu'il faut, à un moment, avoir une idée. Moi, je ne suis pas pour l'uniformisation. On a des divergences. On a des histoires différentes. Quand on vient d'un territoire comme le mien, où le Parti communiste a toujours été très fort, on ne vient pas d'un territoire où le Parti socialiste était hégémonique. Ce n'est pas la même chose.
c'est pas la même chose. Et donc, vouloir dire tout le monde sous la même bannière, ça sert à rien. Par contre, il y a des chapelles dans des cathédrales. Elles sont jolies, les chapelles dans les cathédrales. Et dans une cathédrale, vous mettez beaucoup plus de monde que dans 4 chapelles. Et donc, il faut y penser. Moi, pour ma part, je fais une initiative dans quelques semaines où on va essayer de créer une association d'un comité local du nouveau Front populaire, avec toutes celles et tous ceux qui sont intervenus dans la campagne. Quelque chose de peu formel. Alors, je ne vais pas dire gazeux, parce que ça a déjà été dit, et puis on voit ce que ça donne, mais en tout cas, quelque chose qui permette de conserver le lien et de travailler avec tous. Et de travailler avec tous selon nos différences. Parce que les militants cocos, hein, je les connais, hein, ils sont dévoués comme je ne sais pas quoi, mais ils sont vieux. Mais ils sont vieux, c'est comme ça. Bah oui, les militants et les filles, il y en a un petit peu chez moi, pas beaucoup, parce que quand vous avez un député communiste, un maire communiste, il n'y a pas beaucoup de place pour les filles quand même, c'est comme ça. Vous avez des militants et les filles, ils sont jeunes, mais parfois ils sont très, très orientés sur quelques thématiques qui ne sont pas celles de toute la population. Donc il faut à tout prix qu'on trouve le moyen de travailler ensemble. Et je crois beaucoup à cette idée si Lucie Castet pouvait proposer que 577 comités locaux du nouveau Front populaire, je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce que ça nous permettrait de prolonger la chose. Et puis, ces comités locaux du nouveau Front populaire, c'est peut-être le moyen aussi de travailler avec tous et avec les syndicats et avec les associations, toutes les associations qui se sont engagées. Moi, j'ai des associations qui se sont engagées pendant la campagne, y compris publiquement, pour dire on veut que Nicolas Sansu reste notre député, parce que évidemment il y avait la menace du Rassemblement national, mais il y a aussi l'idée que derrière ce qu'on a fait en défense, eh bien on peut le faire en attaque, et on peut gagner, et on peut marquer des buts. Donc voilà, donc oui, bon, je vois que François Ruffin s'est converti au hollandisme, au moins météorologique. Donc, mes chers amis et chers camarades, il faut garder cette énergie et cet esprit du nouveau Front populaire, parce que sinon, comme l'a dit Xavier Vignat, une fois la NUPES, 2 fois le nouveau Front populaire, je peux vous dire que notre peuple, si jamais on ne s'en sort pas, il ne nous le pardonnera pas. Xavier Vignat, dans cette perspective effectivement d'une union qui se fasse plus largement, d'un bloc qui se structure plus durablement sur le territoire, il y a eu beaucoup de débats autour effectivement des questions de posture, de ton à adopter, de manière de s'adresser, de ne pas passer ni pour les donneurs de leçons, ni d'être monothématique. Et vous avez insisté notamment aussi sur la dimension où il s'agit en fait de rendre une certaine respectabilité au monde du travail et au monde ouvrier, et qu'en fait d'une certaine manière c'est pas tant une question d'être plus apaisé ou plus radical, mais c'est être plus proche de la manière dont les gens ont envie d'être représentés. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt pour la gauche à vraiment insister sur cette dimension respectable, mais pas pour faire bien, au contraire pour rendre digne? Oui. Alors c'est effectivement la question de la respectabilité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu des textes ouvriers, c'est mon activité, c'est mon métier, interviewer des militants, l'affirmation que dans le travail, et quelle que soit sa dureté, la production chez les paysans, la production industrielle ou l'administration de soins procure de la fierté. Et qu'à ce titre-là, ce qu'on fait est digne, est respectable et doit être reconnu. Bon. Ça veut dire quoi, être reconnu? Ça veut dire être correctement rémunéré. Bon. Et quand, dans le programme du nouveau Front populaire, on insiste sur la revalorisation du SMIC
évidemment, on a raison, mais ça ne suffit pas. Parce que, il y en a qui savent mieux que moi, mais les augmentations du SMIC, de par les exonérations des cotisations patronales, c'est en fait la puissance publique qui la finance. Et donc, ce n'est pas simplement au niveau du SMIC que les choses se jouent au niveau du salaire. C'est sur toute l'échelle des salaires qu'il faut que le travail des gens dans ce pays soit reconnu et donc correctement rémunéré. Au-delà de ça, il me semble que quand on parle du travail, il faut absolument éviter une espèce de misérabilisme où on dit toujours que c'est difficile, que ça va mal. Évidemment que c'est difficile et que ça va mal. Mais cette critique du travail ne doit pas être une critique misérabiliste du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand on parle de l'hôpital, il y a les conditions de travail telles qu'on les voit avec la situation apocalyptique dans les urgences, c'est vrai. Mais l'hôpital public, c'est aussi l'hôpital qui sait soigner, où on fait de la recherche, où on invente des médicaments, où on invente des traitements, et donc où on soigne les gens. Et c'est précisément parce qu'on soigne les gens et qu'on les soigne bien que les personnels doivent y être correctement rémunérés. Macron est en train d'œuvrer pour voler le résultat des élections. Pour moi, c'est exactement la même chose qui s'est jouée en 2005, tu en parlais tout à l'heure, Clémentine, avec le rejet du traité constitutionnel européen, où on a eu une mobilisation historique. Les Français ont rejeté ce traité constitutionnel et il est revenu par la fenêtre. Et là, il y a un enjeu très important sur lequel il faut être d'une vigilance extrême. Parce que les élites libérales œuvrent à se passer du suffrage populaire, en essayant de le contourner, en jouant sur des stratégies juridiques, des arguties constitutionnelles, etc., etc. Il faut exiger, y compris dans la rue, de manière pacifique évidemment, mais dans la rue, que la gauche ait la possibilité de gouverner. Parce que c'est les résultats électoraux qui l'imposent. Et il faut imposer ça de manière extrêmement ferme et calme en même temps. Résolue. Parce que la victoire, on l'a eue de peu, mais on l'a eue. Et donc on doit pouvoir gouverner pour, justement, réaliser les quelques mesures pour inverser les choses, pour renverser les choses. Et pour montrer que quand la gauche est au pouvoir, ce ne sera pas une répétition, une réédition de ce qu'ont été les épisodes socialistes du temps passé, mais qu'on a une gauche de transformation. Voilà. Et donc, bientôt, aujourd'hui ici, et bientôt dans la rue aussi, pour imposer cette réalité-là, parce qu'il faut imposer ce rapport de force. Merci. Moi, sur la question du possible et du crédible, j'ai une conviction sur laquelle je m'arrête toujours. C'est que ce qui devient possible et crédible, c'est ce qui est porté par une majorité. Et bon, on a l'exemple des congés payés. Les congés payés, ce n'était même pas une idée qui était dans le programme du Front populaire, mais à partir du moment où il y a des millions de gens qui se mettent en grève et qui disent « il faut faire comme ça, c'est possible », alors ça devient possible. Et c'est vrai de tant d'utopies qui ont été portées par nos ancêtres, l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je suis féministe et je suis bien placée pour dire que c'était délirant d'imaginer que les femmes puissent porter des pantalons comme j'en ai aujourd'hui et siéger à l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est devenu possible à partir du moment où on a réussi à conquérir une majorité. Donc le champ des possibles, le champ du crédible, il n'est lié qu'à notre capacité à susciter la mobilisation populaire et la mobilisation du grand nombre et donc de la majorité. Il faut inverser un peu les choses, où je vois bien comment sur les plateaux télé, on est sans arrêt, là comme ça, le couteau sur la gorge, mais vous racontez n'importe quoi. Avec Xavier, je vous fais une confidence, on était à la fac ensemble,
Et nous avons travaillé avec une même enseignante à qui tu dois plus que moi peut-être encore, mais je dois aussi beaucoup, sur les années 68, qui était notre sujet de recherche. Et on est bien placé pour vous dire qu'en 68, sur toutes ces années 68, on a réussi à obtenir des choses parce qu'il y a eu une mobilisation à la fois du monde ouvrier et du monde étudiant. Et que l'augmentation du SMIC, à ce moment-là, il est, je parle sous contrôle de mémoire, de 35%. Qui peut penser ça? 35% d'augmentation du SMIC. Bon, pourquoi ça devient possible? Non, mais avant, dans les débats d'avant, la droite vous dit c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, l'économie va s'effondrer, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Grève générale, les usines fermées, les étudiants qui font la bringue, etc. Et puis d'un seul coup, on a les accords de Grenelle, et notamment ces 35% d'augmentation. Donc c'est juste pour vous dire que ça devient possible. Et c'est ça qui donne l'espoir. C'est que ce qu'on a à faire, c'est à donner envie. À donner envie, l'envie d'avoir envie. On a chanté ça, on n'a pas arrêté de chanter ça, là encore hier. Marine Tourdelier à Blois demandait à corps et à cri Johnny Hallyday. Il n'y avait pas sur la playlist. C'était notre drame d'hier soir. On n'avait pas de Johnny Hallyday. Mais l'envie d'avoir envie, c'est évidemment tout à fait fondamental aujourd'hui. Et donc je reviens au point que je voulais aborder, qui est la question du rassemblement aussi, qui est une des conditions. De notre mobilisation et aussi notre profil. Donc 2 points pour moi, l'union et le profil. L'union, elle a été brisée avec la NUPES, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure et je partage. Il ne faut pas que l'union, ça soit uniquement au moment des élections pour sauver les sièges. Et pour l'instant, c'est un peu comme ça que ça marche. On a l'impression que quand on est au pied du mur et que pour que chacun puisse garder quelque part les circonscriptions qu'il a conquises, il a besoin des autres. Et donc, à ce moment-là, on se met autour d'une table, c'est un peu sanglant, etc. Mais on finit par y arriver. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que là, pour le coup, en termes de crédibilité, ça marche pas. Quand vous vous êtes mis sur la gueule pendant des semaines, des mois, que vous êtes balancé des noms d'oiseaux dans tous les sens, que vous avez traité les uns, oh la gauche, les autres, oh là là, ils sont pas dans le champ de la République et je sais pas quoi, comment voulez-vous après que les Français, quand vous vous mettez autour de la table au moment des circonscriptions et des votes, ils se disent ah bah oui, ceux-là, ils vont bien s'entendre, ils vont être capables de gouverner ensemble. Il y a un problème. Non mais je veux dire, il y a un problème. Donc il faut qu'on soit capable, dans la durée, d'être unis. Être unis dans la durée, ça ne veut pas dire être tous au cordeau et raconter la même chose. Là encore, je suis totalement d'accord avec Nicolas. Je pense que ce qui fait aussi notre richesse, c'est d'être différents, d'avoir des cultures politiques différentes et d'agglomérer. Et d'ailleurs, quand il y a l'union, vous remarquez, là ça a été le cas aux universités d'été, en général, tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Mais la condition, c'est de ne pas vouloir, dans l'union, tuer le voisin. Personne ne doit tuer personne. Et il faut faire en sorte qu'il y ait une culture de l'union. Et que cette culture de l'union, elle vive au quotidien, de telle sorte que nous soyons crédibles aux yeux des Français comme porteurs d'un projet commun, comme capables de nous entendre dans la durée pour transformer leur vie. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et pour y arriver, il ne faut pas simplement un cartel d'organisation, même si c'est très important. Et moi, je respecte les partis politiques. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de partis politiques. Il n'y a pas de nouveau Front populaire si les partis politiques ne s'entendent pas. Donc, ce n'est pas la peine de raconter qu'on va faire en dehors, sans, etc. Mais on ne fera pas que avec les partis politiques. Et d'ailleurs, dans le nouveau Front populaire, c'est ce que tu racontais là aussi, j'insiste, ce qui a été fascinant, c'est le nombre de gens mais qui se sont mobilisés dans les convois de la victoire, dans les quartiers, des gens qu'on n'avait vus nulle part et qui ont dit mais là ça me concerne, j'y vais, je donne de mon temps. Mais ils sont où? Ils n'ont pas disparu. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose maintenant pour continuer à être utile? Eh bien, je pense qu'un des enjeux, c'est d'être capable de dire maintenant on continue le travail. Hier avec Lucie Castet, elle a dit dans le meeting, j'étais à Blois et elle est intervenue dans le meeting, elle a dit il faut qu'on aille à la rencontre des Français. Dans la foulée, j'ai dit, mais oui, il faut aller à la rencontre des Français. Je vous parlais tout à l'heure de la question des besoins. Par exemple, on pourrait faire une grande tournée dans le pays sur la question des besoins en allant voir les Français. Et permettre partout de consolider des collectifs Nouveau Front populaire qui se mettent en mouvement, pas simplement pour se mettre d'accord entre eux, mais dans la société pour aller convaincre. Et ça, je pense que c'est à notre portée. Et ça, je pense que c'est possible. Et c'est pas simplement possible, c'est indispensable. Parce que si on les laisse simplement entre eux, ça va mal finir. Je vous donne la fin de l'histoire. S'il n'y a pas un facteur citoyen, un facteur social, un facteur culturel, une pression énorme pour dire vous n'avez pas le droit maintenant de réexploser, alors je peux vous le raconter, je les connais bien, ça va mal finir.
Donc il y a besoin de vous, tout le monde, de s'y mettre. Le ciment, il viendra de la société, il viendra du peuple, il viendra des militants qui seront ou non capables de le faire. Et la deuxième chose, c'est la question du profil politique général. Parce qu'il y a l'union, mais après, il y a une dominante. Toujours, il y a une dominante. Et moi, quand j'ai vu hier le sondage dont tu parlais tout à l'heure, sur la France Insoumise, ça fait mal. Et ça fait d'autant plus mal qu'on est un certain nombre à la France Insoumise, avant qu'on nous ait mis dehors, à avoir alerté sur ce point-là. Il y a une différence, chers amis, entre la radicalité et un profil politique qui nous place à distance de la majorité des Français. Ce n'est pas la même chose. La radicalité, ce n'est pas l'outrance. La radicalité, ce n'est pas de prendre des formes qui sont des formes où d'un seul coup on devient incompris du grand nombre. C'est de chercher les points de passage. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que... Et c'est certainement pas la violence. C'est certainement pas la violence. Alors, après, on pourrait avoir un grand débat sur la violence parce qu'il faudrait des heures sur la violence dans l'histoire. Oui, la violence, c'est toujours très compliqué à manier. Bienveillance, ok, mais la violence, c'est toujours très compliqué à manier. Parce que souvent, dans les moments aussi où on avance, on a aussi beaucoup de violence contre nous et de brutalité contre nous. Et facilement aussi, on a un système médiatique qui veut nous enfermer dans le rôle des brutaux, dans le rôle des violents, dans le rôle de... Quand eux, ils se grattent pas, en termes de violence, ils y vont. Et de brutalité, ils y vont. Avec le sourire, la cravate, du haut de l'Élysée, mais ils y vont. Ils brutalisent fortement. Donc moi, je sais quel est mon camp politique. Et mon camp politique a toujours été du côté de la radicalité. Mais j'ai appris une chose, et cette chose, je l'ai apprise avec les communistes. Parce que dans la tradition communiste, il y a quelque chose de très fort. C'est que le monde populaire, il veut être représenté avec dignité. Il veut que l'image que l'on donne de lui-même, c'est pas la respectabilité au sens de porter un discours de normalisation, d'être dans la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une certaine dignité dans la représentation du monde populaire. Et laisser entendre que quand on braille, que quand on a des propos outranciers, alors on devient populaire parce que le peuple parle comme ça, ce n'est pas le peuple qui veut entendre dire qu'il est comme cela. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la réalité. Le peuple, il veut être représenté dignement et il veut qu'on gagne. Et il sait que pour gagner, il va falloir qu'on soit sioux parce qu'il a conscience qu'on a un système médiatique contre nous, qu'il y a des privilégiés qui ont du pouvoir. Et donc, il faut trouver les points de passage pour dire les choses et pas se mettre à distance et en fonction aussi de là où se trouve l'hégémonie culturelle. Donc, je prends 2-3 exemples, mais je pense qu'à des moments, quand on perd pied, qu'on n'est pas compris, il faut balayer devant notre porte. Quand on fait un communiqué qui ne va pas le 7 octobre, devant ce qui se passe terriblement en Israël, avec le Hamas, eh bien, errare humanum est, perseverare diabolicum. Et donc, je pense qu'il y avait la possibilité, par exemple, à ce moment-là, de rectifier le tir parce que nous n'avons pas été compris. Et il faut être compris. Et c'est le moyen aussi de rendre populaire la suite. Si on veut aider les Palestiniens, alors il ne faut pas rater la marche qui a été celle, à ce moment-là, de la souffrance ressentie par tout le monde, humaine, mais aussi spécifiquement par les Juifs de France par rapport à ce qu'il y avait. Et ça, on n'oppose pas l'un à l'autre. Et on est plus fort dans le combat pro-palestinien. De la même manière sur la police. Je prends un deuxième exemple. Les violences policières, moi, je ne veux pas qu'on les mette de côté. Parce que si je viens d'un territoire où je les vois, de mes yeux vus, et il y en a eu des morts chez moi, et pas qu'un. Donc je suis révoltée de ça. Mais je sais que le moment où on dit la police tue et non pas les violences policières, il y a quelque chose qui nous met à distance pour convaincre. Et c'est ça le point de passage. C'est comment on arrive à trouver les points de passage qui ne nous en font pas rabattre sur le fond politique. Sur le fond politique. Parce que ne croyez pas, c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça, là, vous voyez, qu'on n'a pas envie de transformer profondément le pays. Ou qu'on va se normaliser, ou qu'on va devenir des sociodémocrates. Moi, ça fait 25 ans qu'on m'explique que parce que je suis blonde aux yeux bleus et que je mets des vestes comme ça, je vais finir au PS. Ça fait 25 ans que je l'entends. Donc, vous voyez, 25 ans, je vous jure, j'avais 25 ans, on me le disait déjà, celle-là, oh là là, ouf, elle va finir au PS. Non, je sais pas, c'est pas mon histoire. Donc, je ne vais pas changer. En revanche, je me battrai pour que nous soyons majoritaires. J'ai conscience qu'on a l'extrême droite face à nous. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est aussi le moyen de ne pas être un repoussoir avec, à un moment donné, une barrière telle qu'on ne peut plus la franchir. On ne peut plus franchir le cap de la majorité. Et c'est pour ça
que le sondage d'hier sur la France Insoumise, il me fout les boules parce que moi, c'est ma famille politique. Et je me dis comment c'est possible. Regardez sur la démocratie, que les Français estiment qu'ils ont plus confiance dans Marine Le Pen que dans nous sur la question de la démocratie. Mais là, pareil, balayons devant notre porte. Si on n'est pas capable de la faire vivre chez nous, comment voulez-vous qu'on soit crédible à l'échelle du pays pour la faire vivre? Voilà. Donc, on ne rabat pas sur le fond, on trouve les points de passage et les mots qui permettent de rassembler dans le pays et de rassembler sur un projet de transformation. N'ayons pas d'inquiétude, hein. Le moment, il n'est pas du tout à la tiédeur. Le moment, il n'est pas du tout à imaginer que le projet politique qu'on va porter, il n'est pas celui de rupture. Et je pense qu'on a potentiellement des majorités sur le terrain des ruptures. Mais par contre, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a besoin d'avoir confiance en nous. Et donc, c'est ce visage qui permet d'avoir confiance et d'apaiser le pays. Non pas de brutaliser dans tous les sens, mais d'apaiser. C'est pas facile, parce qu'on a beaucoup d'adversité, mais je pense que c'est par là, dans cette tension-là, que nous aurons la possibilité de gagner.